Cooperación. Otro ejemplo a mencionar es el de la Asociación de Investigadores en Migración y Desarrollo. Y por último, señalar el Centro SUSMESA para el Desarrollo Cultural. Te cedo la palabra. Merci. Donc c'est moi en espagnol. J'espère que vous tenez encore parce que quand on intervient le dernier, on est très fatigué. Mais je remercie tout d'abord les organisateurs, la Fondation Toro Arabe, de nous avoir donné ces moments d'échange, de partage, mais aussi de ces visions partagées, un regard croisé qui laisse avancer les choses. Mon intervention, c'est un petit peu une intervention issue du terrain. Ça veut dire qu'on a beaucoup parlé des immigrés, mais le rôle de ces immigrés il est très important, du moment qu'ils ont quitté leur territoire, mais qui continuent encore en se rattachant avec leur territoire d'origine. Je vais donner l'expérience du Grand Sousse, donc avec l'Anti-Atlas. Le rôle des immigrés dans le co-développement de leur pays d'origine, le cas des Amazirs du Sousse. Donc voilà la carte du Maroc, et c'est la région, aujourd'hui c'est le centre, après le dernier discours royal. Donc avant on parlait du sud, donc le Grand Sud aujourd'hui c'est le centre du Maroc. Voilà, donc avec ce beau paysage, M. Sharaf, le premier jour, lors de la première intervention, il a parlé un petit peu de cet espace d'immigration. Donc c'était un espace normalement, une immigration qui est classique, qui est très ancienne. Et d'ailleurs, dans l'Anti-Atlas, on a trouvé des traces des gens qui ont quitté déjà à la fin du 19e siècle, les fameux acrobates Terwassi Ahmed Moussa qui sont partis vers le siècle de Berlin, mais aussi vers le début des années 20, surtout que c'était un fief de résistance. Donc les gens de l'Anti-Atlas, ils ont baissé les armes en 1934, avec le fameux Abdelazakour. Donc Lyotti, il a dit une célèbre citation, que chaque jeune qui part, c'est un fusil de moins. C'est pour ça qu'il a encouragé un petit peu l'immigration du Grand Sousse vers la France déjà dans les années 20, les années 30. C'est pour cela qu'à un certain moment, on a trouvé des villages qui sont devenus très villes, des villages fantômes. Et les gens, aujourd'hui, on va voir qu'il y a un autre phénomène de retour. Ce territoire qui était hostile est devenu attractif et les gens sont revenus pour reconquérir ce territoire et pour le travailler. Donc cette forte immigration, quand on prend le Sousse, c'est un petit peu les quatre coins du monde. C'est une immigration tout d'abord vers le Ghab. Quand on parle du Ghab, l'ouest pour les gens du sud, du Sousse, c'est un petit peu le nord. L'ouest, c'est le nord, géographiquement parlant. Donc c'est Casablanca, c'est Fès, c'est Rabat. Mais par la suite, c'est la France, tout d'abord. Ensuite, c'est la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Golfe, l'Afrique, les États-Unis, le Canada. Donc on trouve des soucis partout dans les quatre coins du monde. Et d'ailleurs, quand on parle de l'immigration, c'est une thématique aussi qui a nécessité des débats entre les théologiens, entre les fuqaha, les ulama et les chanteurs. Et là, je vais citer un célèbre poème de Hajj Beit, qui a déjà parlé un petit peu des bons faits de l'immigration, parce qu'il y avait des fuqaha, des ulama qui disaient qu'il ne faut pas aller dans l'Europe parce que c'est un Occident, on va risquer de perdre notre islam, etc. Alors Hajj Beit, dans son poème, sa chanson Amoudjoun Baris, le voyage vers Paris, il part, on trouvait une traduction, on trouvait un qui ne soit pas expatrié en Tunisie, l'autre à Paris ou à Saint-Étienne, c'était l'ancienne des destinations des immigrés, mais qui s'en va pour le bien du sien, rester réprochable. Même les cimetières, ce sont les ouvriers de France qui les entretiennent. Ou combien d'hypothèques arrivèrent au mandat de Paris, combien de miséreux, je dis vrai, ont reçu de peuple. Donc, avec les chanteurs aussi, on va trouver un petit peu cette immigration qui a été chantée par les grands chanteurs. Amouri Mbark, dans Genvilliers, quand il a parlé un petit peu de la situation des ouvriers à Genvilliers. Mais il y a Bihti, je laisse jusqu'à la fin et je vais en parler parce que c'est un petit peu le Slimane Azzam du Sousse. Parce que c'est un immigré chanteur.
Donc, il est encore émigré en France jusqu'à maintenant. M. Cherf, hier, il a soulevé un petit peu dans un passage Félix Moura, le célèbre Félix Moura, quand on parle de Moura, dans la mémoire collective du Sousse, donc c'est un personnage qui est passé entre 57 jusqu'à 76. Il a recruté plus de 80 000 ouvriers pour aller travailler, pour aller battre le charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il a vu transiter devant lui, il a dit dans un interview dans une chaîne de télévision française des années 80, il a dit que j'ai vu transiter devant moi plus de 300 000 ouvriers, jeunes, et il m'est arrivé parfois de recruter le père et le fils, donc c'est énorme. Et Moura aussi, donc il y a toute une histoire avec les mineurs, aujourd'hui il y a des livres qui en parlent. Et il y a aussi la poésie, toujours. Et c'est les femmes qui ont gardé un petit peu cette mémoire, parce que les séquelles, ils ont touché l'homme, mais aussi la femme. Quand on parle de Moura, c'est des jeunes qui se présentent, et torse nu. Donc s'il est bon, il est retenu, il lui met un cachet vert. S'il le refuse, il lui met un cachet rouge. Et donc les femmes, ils ont chanté parce que c'est ce qu'ils ont touché aussi la femme. Si Moura affiche un cachet donc sur la poitrine, c'est ce qu'il veut dire. Donc il fut un temps, c'est le poème, où les hommes furent vendus à d'autres. Ça c'est l'islam de Qala'atougouna. Ô Moura le négrier, tu les as emmenés au fond de la terre. Moura est venu à l'état de Qala'a, il a choisi les béliers, il a laissé les béliers. Ô filles, mettons le voile du deuil, Moura nous a humiliés, il est parti. Et c'est en tamazique, donc la traduction ne veut pas toujours dire les mêmes choses. Donc cette solidarité tribale, très forte chez ces gens de la montagne, a amené tout nouvel embauché dans une usine à présenter ses parents. Donc c'est pour cela qu'on trouve ces chaînes familiales. À chaque fois qu'on trouve le premier installé, ça veut dire que toute la tribu est derrière. C'est pour cela qu'on trouve par exemple les États ici, les gens du Sousse, les gens dans les mêmes usines ou bien à côté ou bien dans la même ville. Les émigrés ont contribué également au développement des paysages architecturaux. Donc ils ont quitté des maisons, ont pisé en terre, mais par la suite, quand ils reviennent, le défi c'est un petit peu cette revanche du territoire. Il faut construire des maisons très hautes. Ils n'ont pas l'esprit de faire des villas, etc., mais la hauteur, la grandeur. Ça veut dire que j'ai réussi, j'ai quitté un territoire, j'avais rien. Quand je reviens au bled, il faut que je construise 2 étages, 3 étages, même s'il y a 2 hectares, 3 hectares à construire. Donc c'est un petit peu ce défi et de se valoriser dans son territoire. Et voilà dans l'anti-atlas de très très belles maisons et qui sont inoccupées parce que, à part réduire, parfois 2 semaines l'année. C'est un investissement à fond perdu, mais au niveau social, c'est très important d'avoir une maison au village pour y revenir une fois tous les ans. Ici, c'est à Tafraout, Madame Fatima Guillaume, c'est chez vous là. Voilà donc la petite agriculture en terrasse qui d'ailleurs, normalement, ne pouvait pas subvenir aux besoins de ces gens. C'est pour cela qu'ils ont quitté. Voilà, donc c'est le dallage, etc. Donc c'est l'empreinte des immigrés. Ils ont transformé un petit peu l'architecture et la donne de tout ces tournements. Alors, quand on était les années 70, les années 80, on attendait toujours ces voitures quand ils arrivaient, avec les cadeaux, rêve d'or, le café, le thé. Le thé de la France, ça s'appelle le thé français. Le thé de la France qui était en bonne qualité. Et des cadeaux, parfois Temheft, de l'anti-atlas qui est ici en France. Donc c'est des choses, des cadeaux. Et ça fait un petit peu cette mémoire collective des gens qui viennent toujours, et qui sont toujours, et qui créent aussi toute une ambiance et une économie parallèle pendant le mois qu'ils passaient au village. Donc, ils ont joué un rôle de locomotive et de changement aussi, très important, parce qu'à l'époque, on se rappelait que les immigrés ont joué un grand rôle pour surtout la scolarisation de la fille et de l'homme. Les gens étaient réticents, mais c'était les premiers, c'était les immigrés qui ont poussé soit les cousins, les cousines, et même parfois à financer leurs études. Alors là, la création des associations. Donc on était dans un espace de dominance de la Jma'a. Quand on parle de la Jma'a, c'est cette gestion tribale, ancienne, mais le champ d'action de la Jma'a, c'est surtout l'entretien des mosquées, des cimetières, des routes parfois. Et
des marouf, les repas collectifs qu'on organise chaque année. Et après, vers le début des années 90, c'était la naissance des associations, des jmaïa. Donc on est passé de la jma'a vers le jmaïa, de la jma'a vers les associations. Ils se sont appropriés un petit peu les mêmes travaux de la jma'a. Et d'ailleurs, la jma'a, ils ont intégré la jmaïa. Mais ils ont ajouté d'autres choses, surtout l'infrastructure de base, à savoir l'eau, l'électricité et le désenclavement, l'aménagement des routes. C'était la période entre 1992 jusqu'à 2004. Et c'est un travail extraordinaire. Donc ce qui a été réalisé en 15 ans n'a pas été réalisé en un demi-siècle d'indépendance, mais c'est l'engagement des citoyens, l'engagement des gens qui collectaient de l'argent en Europe, en Europe, Casa et autres, et chez les gens du village. Par la suite, d'autres champs d'action, c'est le transport scolaire, la scolarisation, la construction des centres socioculturels. Le migrant s'attache au micro-territoire. Le pays Tamazirt, pour le migrant, c'est le village. Donc le rattachement, il est propre à un micro-territoire, là où il y a la famille, là où il y a la tribu, là où il y a Taqbit. Donc c'est là qu'il investit, il donne son retour. Donc, pour les émigrés d'Amazirt, ce n'est pas un seul territoire, mais c'est un devoir, donc un devoir de participer à son développement. Alors, quelques images du Lanti Atlas. Des kilomètres, des centaines de kilomètres ont été aménagés de cette manière. Donc, c'est le dallage, c'est des gens, ceux qui contribuent par argent, ceux qui contribuent à main, ceux qui contribuent en nourriture et préparent le repas, et c'est Tiwizi. Donc, c'est le terme magique. Tiwizi, Tiwisi, Aoussiye, Aoussal, c'est l'entraide. Donc, c'est un travail de solidarité et de travail et qui a marqué un petit peu ce territoire. Aujourd'hui, on trouve des routes partout, on trouve de l'eau, on trouve de l'électricité, mais c'est grâce à cet effort extraordinaire de ces gens. Donc, deuxième projet, c'est l'eau potable. Aujourd'hui, dans la région du Sousse, on compte plus de 1000 associations d'eau potable qui gèrent l'eau dans les villages. Donc, on est passé du puits vers le robinet. Et quand on passe du puits vers le robinet, c'est toute une histoire. Et le grand gagnant, c'est la fille et la femme. Parce que la corvée de l'eau, c'était à la charge de la femme et la fille. Du moment qu'on a réalisé ces projets, on a vu que le taux de scolarisation de la fille il a augmenté aujourd'hui. Dans les villages, il a atteint les 100%. Dans presque tous les villages. Du moment que l'on entre, automatiquement, ça augmente vers les taux de scolarisation de la fille. Voilà, donc, le robinet remplace ta autre fille, remplace la vie. Parfois, on trouve de l'eau, on achemine de l'eau de 4-5 km parfois, parce qu'on ne trouve pas toujours de l'eau dans la montagne. La autre fille, traditionnelle. Après, donc, vers 2000, c'est, après avoir réglé ces problèmes d'infrastructure de base, eau, électricité, encadrement, c'est la scolarisation. Et déjà, les centres, des petits centres déjà d'alphabétisation et des préscolaires ont vu le jour en 98, 99, 2000, 2001. Et partout aujourd'hui, on trouve des centres de préscolaires dans les villages. Gérés, menés, montés par les associations. Et le rôle des immigrés était toujours important au niveau financier. Vers 2004-2005, c'est le transport scolaire. Donc la fille, donc il y a de l'eau, il y a le robinet, la fille va au primaire, mais pour aller au collège, c'est encore un problème. Donc il quitte au collège, il quitte au primaire. Donc il faut trouver une autre solution. Donc vous voyez un petit peu, c'est la boule de neige qui grandit avec le développement. Au début, tout le monde cherchait à régler le problème de l'eau, mais aujourd'hui, c'est un développement local, durable, où on gère tout. Donc transport scolaire, c'est la première expérience au niveau du Tafraout. Aujourd'hui, rien que Stupa, que je connais très bien, il y a plus de 120 bus. Et les associations, ils assurent le transport de 7000 élèves par jour, garçons et filles. Et c'est un défi qui a été réalisé. Là, ce n'est pas une station d'autobus, mais c'est le transport scolaire qui vient des villages. Dans une petite commune, c'est la commune de Sidi-Bibi, où il y a 20 bus aujourd'hui. Donc c'est généralisé à 100%. Alors, après, c'est reprendre ces activités traditionnelles. C'était l'agriculture de famille. Donc, c'est un projet extraordinaire dans 3 villages aujourd'hui, géré par des associations. Là, c'est le village de Tibzego,
un seul puits, un seul bassin, et les gens, ils ont repris l'agriculture, de façon communautaire toujours. Le tourisme solidaire aujourd'hui, il prend de la place surtout dans la montagne. Il y a des expériences, il y a des anciens retraités qui ont ouvert des gîtes, des petits gîtes, des petites auberges. Et il y a la valorisation du patrimoine architectural sur tous les écouteurs. Un patrimoine de dimension universelle, mais jusqu'à aujourd'hui, qui n'est pas encore reconnu comme patrimoine national. Et c'est vraiment, c'est les banques des Al-Nazir, que je le dis toujours, et qui méritent d'être classées patrimoine. Tout à l'heure, ça a été cité, la femme et l'homme, c'est des passeurs aussi de culture. Donc en France, on trouve aujourd'hui, ce qui est frappant, l'année dernière, j'ai participé avec un collectif d'associations du Sud, de la région du Sud, dans la région parisienne, et ils ont fêté Idrnan. Idrnan, normalement, c'est une fête qui s'organise dans l'Anti-Atlas, et qui commence de village en village, et la fin, c'est Argenteuil. Donc normalement, ça se terminait à Glou. Cette année, c'était Argenteuil, ça fait 10 ans que ça dure. Et là, on trouve un petit peu les mêmes aspects qu'on trouve dans l'Anti-Atlas. Et c'est là qu'ils ont aussi rendu hommage à Bihti, le célèbre chanteur de l'immigration. Lui, il a immigré, depuis 69, il a travaillé dans des usines. Il a eu sa retraite, il reste encore, ses enfants ont grandi en France. Mais lui, il a parlé de l'immigration en interne. Parce qu'il a vécu un petit peu tous ces problèmes, les bons faits, les malheurs aussi des immigrés. Là, je termine par cet extrait, traduit aussi de Al-Nazir. Dieu vient en aide aux migrants. Ce sont eux qui ont donné la valeur au pays. Les anciens qui sont venus, ça fait longtemps. Ils étaient jeunes, pleins d'énergie. Ils ont travaillé dur, jour et nuit. Pluie et froid, ils ont supporté. Tout ce qu'ils gagnaient, cette tablette qu'ils m'envoyaient. Ils ont construit des maisons, 3 étages, des mosquées et des routes entretenues. Mais les gens de chez nous nous méprisaient. Pour eux, on n'est que des safariens. À des bouteilles à gaz, ils nous comparaient. Après un mois, ils sont vus parce qu'ils disaient toujours un safarien. C'est comme une butane à gaz. Rien que ça veut dire après un mois, il était. Donc, ce qui fait que cette donation. Alors, je termine par cette image du château, du puits vers le château, du puits vers le robinet, toute cette histoire où les migrants, ils ont joué un rôle extraordinaire. Aujourd'hui, on est fiers de ne plus voir cette image. Normalement, cette fille devait prendre un bidon de 30 kilos sur son dos. Grâce à ce travail, il a remplacé le bidon d'eau par un cartable et il est scolarisé. C'est un mérite. Merci. Gracias, profesor Khalid, por la excelente intervención.